Assalamu alaikum, bienvenue à tous dans cette nouvelle série de la naissance des puissantes saison 2. Comme vous le savez, à travers tous ces épisodes, on met en avant et en lumière le parcours des jeunes filles qui sont passées, et jeunes dames qui sont passées par l'Arkane Business School pour se former, pour monter leur business. Et aujourd'hui, on est en plein cœur de Paris et on va vous faire découvrir le parcours de Minata et de sa sœur Kadji, qui sont les fondatrices de Adina, une marque modest fashion destinée aux plus size, aux femmes curvy. Hâte de vous faire découvrir ça. À tout de suite. Salam alaikum, moi c'est Minata, fondatrice d'Adina et bienvenue à l'atelier Bibaland où nos pièces prennent vie. Voilà, c'est ici que la magie opère. Je vous présente ma sœur Kadji, cofondatrice d'Adina. Assalamu alaikum. Et là, nous sommes en train de voir si les produits correspondent bien à ce qu'on avait dessiné, pour voir si les tissus tombent bien, si les coupes sont bien adaptées, parce que c'est important pour une femme plus size d'avoir des coupes qui épousent les formes, mais non pas qui les met en avant. Donc du coup, t'en penses quoi? Alors pour ce vêtement-là, je trouve que ça correspond assez bien. Mais après, pour la robe, comme on avait vu, niveau tissu, c'est trop fin. Donc du coup, faut qu'on revoie ça sur l'ordinateur. Ok, pas de souci. Merci de nous avoir reçus dans ce lieu secret dans Paris, parce qu'il faut le trouver, les lieux. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous présenter davantage, nous dire un peu plus qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites en fait concrètement aujourd'hui? Ok, du coup moi c'est Minata, j'ai 26 ans, je suis d'origine ivoirienne et on habite dans les Yvelines avec ma petite sœur et je suis la fondatrice d'Adina, donc une marque de modest fashion plus size qui a pour but en fait de mettre en avant les femmes qui sont trop souvent, on va dire, ignorées dans ce domaine-là. Ça c'est clair. Et moi c'est Kadjatou. Je suis aussi d'origine ivoirienne, parce qu'on est sœurs. Ça se voit pas, tu vois. Oui. Donc voilà, comme vous pouvez remarquer, on est sœurs, donc d'origine ivoirienne et cofondatrice d'Adina. Ok. Donc, voilà. Et c'était quoi un petit peu, je vais commencer par toi, Kadji, ensuite on fera avec Minata. C'était quoi votre parcours avant Adina? Qu'est-ce que vous faites à côté ou vous faisiez à côté avant du coup le lancement de la marque Adina? Alors moi je suis toujours étudiante, je suis en 5e année de médecine, donc après peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, mais pour faire en même temps études et entrepreneuriat c'est très compliqué, donc voilà. Donc tu es toujours en études? Toujours en études. Donc tu es une de nos futures médecins, Inch'Allah. C'est ça, une de nos médecins, Inch'Allah. Dans les études. Amin. C'est ça. Et du coup toi Minata qui est du coup la fondatrice finalement, et tu as embarqué ta sœur finalement dans ce projet-là. C'est quoi ton parcours avant le lancement de la marque? Alors moi, c'est un parcours totalement différent, très éloigné de la médecine. J'ai fait la majeure partie de mes études dans la communication digitale et juste à la fin de mes études où je commence à me professionnaliser dans le domaine du design, j'ai commencé à faire immerger l'idée d'Adina dans mon esprit. Donc en vrai, je suis dans le domaine du design. C'est un petit peu en rapport avec Adina parce que c'est toujours pour sublimer et mettre en vie de belles choses, mais c'est un petit peu différent. D'accord. Et justement, par rapport à Adina, pourquoi spécifiquement pour les plus size? Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer cette marque plus size en fait? Je pense que c'est un petit peu évident. Mais, je suis la principale concernée pour le coup. Et quand j'ai commencé à avoir l'envie de m'habiller de manière plus modeste, c'est vrai que j'ai été face à plusieurs complications. Les coupes, les tissus, les vêtements trop serrés et j'en passe. Donc ça a fait sens pour moi directement. Je me suis dit si j'ai pas une marque qui me ressemble, pourquoi pas la créer et pourquoi pas le faire avec ma sœur qui aussi comprend tout comme moi. Je comprends les enjeux. C'est quoi la plus grande frustration du coup que tu rencontres quand tu es plus size et que tu as envie de t'habiller pudiquement? Alors je rappelle que la mode pudique c'est pas destiné qu'aux musulmanes. Donc c'est la modest fashion, ça peut être juive, chrétienne, même une athée qui a justement envie de s'habiller de manière ample et pudique. Mais du coup, quand tu es plus size et que tu n'arrives pas à trouver justement sur le marché local une marque qui peut t'habiller, qu'est-ce que ça crée comme sentiment? Alors déjà, ce qui est important quand on s'habille, c'est aussi d'être à l'aise.
Et dans les vêtements qu'on peut retrouver sur le commerce, même si c'est plus size, la plupart du temps, on n'est pas forcément à l'aise parce que c'est pas coupé par rapport aux formes plus size. Ça peut, par exemple, moi j'ai de la poitrine, j'ai du ventre, donc ça, même si il y a une grande taille, parfois c'est pas du tout adapté à nos coupes. Pour donner un exemple tout bête, moi, quand je suis en stage, on a des blouses. Et même la plus grande des blouses, elle est pas adaptée. Une taille 4, ça va pas être adapté parce qu'en fait, ok, c'est grand, mais c'est pas coupé pour quelqu'un qui a des fesses, des seins, du ventre. D'accord. Donc voilà, et j'ai l'impression que c'est exactement la même chose qui se passe quand on voit les vêtements du commerce. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, je suis totalement d'accord avec elle. C'est vraiment le fait qu'on ne soit pas à l'aise dans les vêtements que l'on porte, mais c'est aussi cette invisibilité qu'on a. Parce que finalement, on est du modeste, comme si ça n'existait pas des femmes modestes et qui sont plus size finalement. Donc quand on prend pas en compte le fait qu'on soit par exemple très grande ou une corpulence un peu plus forte, c'est comme si on n'existait pas et on a cette frustration de se dire bah en fait dans la société déjà c'est compliqué lorsqu'on essaie de s'habiller de manière un peu plus différente. Alors si en plus de ça on est mis de côté, c'est vrai que c'est assez frustrant. Est-ce que tu dirais que pour certaines c'est même un frein pour aller plus loin dans leur spiritualité, le fait qu'elles justement elles veulent s'habiller de manière un peu plus pudique, donc là on va s'adresser principalement aux musulmanes, et le fait de pas trouver justement des tenues adaptées qui vont être couvrantes, qui vont respecter un peu les codes islamiques, je veux dire cacher les formes, etc. Ça peut les freiner dans le fait de tout simplement se dire bah j'aimerais bien porter le hijab, par exemple. Oui, totalement. Là, pour le coup, j'ai des connaissances à moi qui, du coup, sont des femmes plus size. Et le plus grand frein, c'était vraiment les vêtements. C'est vrai qu'on est des femmes, on aime être jolies, on aime s'habiller. Et c'est vraiment cette partie où tu te dis, là, cette fois-ci, je vais porter une abaya. Mais la abaya, je vais ressembler à un sac poubelle. Non, j'ai pas trop envie. Ça va me freiner dans ce que j'ai envie d'être. Et en fait, alors que pas du tout. La modestie, elle s'illustre sous différentes formes. Comme vous pouvez le voir, il y a différents styles de femmes modestes. Exactement. Et pour le coup, elles peuvent très bien être modestes, mais le fait qu'il n'y a pas assez de tailles qui sont adaptées à elles-mêmes, par exemple, pour le jour de l'Aïd, trouver une abaya ou un kimono qui est assez long, qui est pas trop serré, c'est déjà compliqué. Alors, si c'est mon vêtement de tous les jours, alors là, oui, c'est clairement un frein. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un petit peu bizarre dit comme ça, mais on peut penser que ces personnes-là, bah, du coup, ce qui te freine, c'est juste les vêtements. Bah, en fait, oui, c'est juste ça, mais justement, c'est tellement peu que finalement, pourquoi ne pas débloquer, en fait, ce petit problème, entre guillemets. D'accord. Et à travers Adina, c'est quoi justement cette principale frustration que vous voulez enlever chez ces femmes-là, qu'elles soient du coup plus size musulmanes ou pas, hein, enfin, je veux dire, quand vous êtes dit, allez, on va lancer cette marque-là, pour vous, la cliente, qu'est-ce qu'elle doit ressentir en portant du Adina? C'est quoi ces facteurs, enfin, le facteur qui va être prédominé sur tout ça? Ok. Alors, notre cliente, elle doit se sentir vraiment à l'aise dans son vêtement. On veut que ce soit des vêtements qui sont bien coupés, élégants et qui va vraiment avec notre morphologie. Comme on a dit, on en a marre des vêtements du commerce, hein, qui sont plus size, hein, mais finalement, je sais pas comment expliquer, mais c'est juste des tailles plus petites, mais décuplées. Ouais, c'est le standard. Voilà, c'est ça. C'est le standard. Un petit peu de tissu. Effectivement. Voilà. Alors que plus size, c'est pas forcément standard en plus grand. Non. Quand on est plus size, on va avoir des plus gros seins, un plus gros ventre, des plus grosses cuisses, et ça, faut prendre ça en compte. Et je trouve que c'est pas assez pris en compte. Et comme ma sœur, elle a dit, finalement, on a ce vêtement qui ressemble à un drap, un sac poubelle, et je pense que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Il y a aussi cette volonté que les femmes, les clientes d'Adina, elles se disent qu'elles peuvent être modestes, élégantes et plus size et là à n'importe quelle taille, et surtout de porter de manière consciente, parce que Adina c'est pas forcément de la fast fashion. On va pas produire Là on est dans un atelier, en plus pour le coup en fait c'est du handmade, donc on est vraiment dans un atelier où les pièces elles sont faites une à une. Pourquoi avoir fait le choix d'un petit atelier comme ça? Et pas se dire je vais faire de l'achat-revente. Pourquoi vous êtes parti sur de la création et justement pas sur de l'achat-revente? Parce que des marques plus size, tu viens de dire le problème c'est que quand on est sur le marché en fait c'est du standard décuplé. Quelque part dans ma question il y a un petit peu la réponse. Mais pourquoi avoir fait le choix spécifiquement déjà d'un atelier et surtout ici on est en France et le Made in France, pourquoi avoir mis ça du coup dans vos critères premiers pour pouvoir lancer la marque?
Déjà, je pense que le premier point, c'est que c'est pour se démarquer, de faire la différence et de ne pas toujours rentrer dans cette image du modeste fashion. Par exemple, je sais qu'on m'a déjà parlé de la marque, on m'a dit oui, j'aime beaucoup ton projet de faire des abayas plus size. C'est en fait, je me suis dit, c'est pas forcément des abayas. Ça va être des robes, ça va être des pantalons, ça va être des hauts, ça va être un peu tout, mais du moment que ça rentre dans de la modestie. Et vraiment, c'est d'abord de se démarquer. Ensuite, c'est de consommer de manière beaucoup plus consciente. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on consomme énormément. Et en fait, j'ai envie de prouver qu'avec un haut, un bas, un kimono, une robe, on peut faire une multitude de tenues, multitude de pièces, et surtout pour les femmes plus size, parce que du coup, là où elles consommaient beaucoup, elles commandaient sur plusieurs sites pour avoir beaucoup de vêtements qui, au final, après, à la fin, ils sont plus du tout de qualité. Là, j'ai mon pantalon qui va tenir pendant des années et je peux le mettre de différentes manières. Donc, c'est vraiment consommer de manière consciente et se démarquer vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui dans la modest fashion, hein, finalement. Oui, c'est vraiment ça, privilégier la qualité à la quantité. Je pense aussi avec ma sœur qui est très créative, qui a aussi son propre style à elle. Comme vous pouvez le voir, on a un style un peu différent. Mais ça se coordonne. Ouais, ça se coordonne. Et je pense que c'est aussi ce côté où on a envie d'avoir notre propre créativité, notre propre touche. C'est ça. Laisser libre à votre propre imagination, Exactement. etc. Et pas forcément copier les codes que la société elle va imposer. Voilà. On s'inspire quand même de quelques marques et tout, mais rajouter notre petite touche. Et surtout proposer de nouvelles choses. Et pas forcément, comme tu as dit, des abayas comme on peut le voir sur le marché actuellement. C'est ça. Ok. Ben, en tout cas, bravo pour ça. Merci beaucoup. Et à quel moment, les filles, vous avez senti que, parce que là, du coup, vous avez lancé votre marque, donc les pièces, elles seront bientôt disponibles. Mais à quel moment vous avez senti que vous deviez vous faire accompagner? Je pense très vite, parce que l'idée d'Alina, elle a émergé, je pense, un été comme ça. On commençait à parler on n'avait pas encore le nom, mais on savait très bien où on voulait aller. On avait des images, je commençais à regarder les couleurs, etc. Et en fait, c'est quoi qui bloquait, en fait, justement, pour que vous vous dites, là, il faut que je trouve quelqu'un qui nous accompagne. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous accompagne dans ce projet-là. Parce que, en fait, le manque de connaissances, je pense. Ouais, le manque de connaissances, en fait, parce que Adina, c'était une idée, mais il n'y avait pas d'exécution. C'était une idée faite sur un coup de tête, mais sans exécution. À la suite de quoi elle est venue, cette idée, justement? Comment c'est venu? En fait, ça faisait certains moments que j'enregistrais sur Instagram. J'avais un petit peu une petite insight, ça s'appelait de base Massa Mousso. Et en fait, Massa Mousso dans notre langue, le Bambara, c'est reine. Massa, reine, Mousso, J'ai femme. accompagné une marque qui s'appelle Massa Mousso. Ok, voilà. C'est Massa Mousso. Et j'avais ce truc Massa Mousso, j'enregistrais et j'ai montré à ma sœur, je dis voilà. Et en fait, bizarrement, quand on monte notre projet à quelqu'un et qu'on décide d'être accompagné dans cette aventure, on a encore plus envie de le concrétiser. D'accord. Et j'ai rencontré une personne justement qui a collaboré avec toi. D'accord. Et je l'ai suivi un petit peu dans son parcours. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, bah en fait, faut que je sois accompagnée aussi pour pouvoir faire les choses de la meilleure des manières et surtout ne pas me tromper. Et je sais pas si je dois tout dévoiler là maintenant, mais non, mais justement, cet accompagnement, qu'est-ce qui a changé cet accompagnement? Est-ce que vous pensez que si vous n'étiez pas passé par cet accompagnement-là, vous auriez tout autant avancé? Qu'est-ce que cet accompagnement, au final, il vous a apporté, en fait, au final? Je pense qu'on allait abandonner. Moi, personnellement, je pense que j'aurais très très vite abandonné. En fait, c'est vraiment au début, comme on a dit, c'est une idée, c'est brouillon. Et après, le fait d'être accompagné, déjà, ça nous donne confiance. Il y a quelqu'un à côté qui me dit, ok, ton rêve là, il peut devenir réalité. Et je vais te montrer comment le faire. Et on avait vraiment besoin de ce truc de passer en fait à l'action, voilà, et que quelqu'un soit là derrière et dit bah ok, on commence. Et en plus, quand on se fait accompagner, c'est concret. Voilà. Il y avait cette étape aussi de validation du projet, parce que c'est vrai que nous, en tout cas, comment on fonctionne à Arcane Business School, c'est que des bonnes idées, tout le monde en a. Tout le monde peut venir avec son idée, etc. Mais on est là pour lancer des business. Donc, quelque part, il faut qu'il y ait une certaine rentabilité aussi qui rentre derrière. Donc, on n'était plus dans l'utopie, là. Donc, le fait de vous dire que oui, le projet, il est faisable, il peut être viable. Je pense qu'après, quelque part, ça motive parce que nous, on accompagne. Mais après, le plus gros du travail, c'est vous qui le faites. C'est ça. Donc, du coup, pour rebondir sur tout ça, pour vous, pourquoi il y a certains entrepreneurs aujourd'hui qui se disent je peux tout faire tout seul et qui ne sont pas accompagnés au final et qui se retrouvent en fait avec des projets qui se lancent jamais? Pourquoi, à votre avis, elles arrivent à ce niveau de pas de confiance en autres personnes?
Je pense que parce que déjà tout reste dans leur tête et en fait quand tout reste dans ta tête, tout est réalisable. T'es toujours en train de rêver, t'es pas face à la réalité et en fait quand tu essaies de te faire accompagner, c'est un peu comme quand par exemple tu fais un challenge, tu fais un régime ou quoi que ce soit, tu le mets sur les réseaux sociaux ou tu le partages avec tes amis, t'es obligé de rendre des comptes. Donc on attend de voir si t'as perdu les kilos que t'avais dit que t'allais perdre, si t'as atteint les objectifs que tu voulais atteindre et là en fait en étant accompagné, il y a forcément, tu dois faire un point. Donc, le point, est-ce que tu as avancé? Est-ce que c'est ceci, est-ce que cela? Et en plus, ça te permet de clarifier ta vision, de te confronter au marché parce que, de base, Adina, comment c'était fait? Il y a plein de choses qui... Voilà. Au départ, par exemple, en termes de tissu, etc., il y a des choses que vous aviez imaginées, même en termes de coût. Parce qu'en termes de positionnement, on a plein de choses. Oui, alors là, tu n'as rien compris. Alors là, c'est ça, on n'avait absolument rien compris. Est-ce que tu peux dire, c'est-à-dire, parce qu'au niveau des prix, ça se dit, on va faire peut-être une abaya à 40 €. Mais on se rend compte que dans la réalité de l'ensemble, là, par exemple, quand on regarde le coût de l'ensemble du tissu, le coût du confection, parce que je rappelle qu'on est dans un atelier ici en plein cœur de Paris, donc il y a des coûts qui sont liés à l'atelier. Au final, le prix final de l'ensemble, il peut pas être de 40 €. Parce que c'est ça. Mais c'est aussi, par exemple, dans l'accompagnement, on a le fait de cibler. Et justement, c'est ça qui te permet de garder pied. En fait, tu te dis, ok, j'avoue, ça coûte cher, mais ma cible, c'est ça. Et ma cible, elle va consommer. Même donc, si des fois, on doute. Mais c'est vrai qu'on n'avait aucune idée de comment ça se passe sur le marché, où aller, qui contacter, quoi faire, la réalité du terrain. Peu importe, même si c'est dans le domaine de la mode ou autre chose, entreprendre, je pense que à un moment donné, on peut pas entreprendre seul, c'est impossible. On est obligé d'être accompagné ou en tout cas de s'entourer de personnes qui peuvent nous faire avancer. Parce que finalement, même si nous deux, ma sœur et moi, on est dans le projet, en fait, il faut aussi quelqu'un qui connaît comment ça marche, comment ça fonctionne et qui peut être une épaule clairement qu'on peut se reposer, qui va venir et qui va nous dire écoute, moi j'ai accompagné telle marque, je connais tel fournisseur et voilà, c'est vrai que quand on veut faire tout seul, c'est parce qu'on a peur que quelqu'un nous mette des freins ou que ça change notre vision des choses et aussi il faut apprendre que faut savoir déléguer. On peut pas avoir la réponse à tout. Et les autres idées sont pas forcément mauvaises. Donc voilà, c'est super important. Donc tu disais tout à l'heure que tu avais rejoint le programme de l'Arcane Business School par rapport à une de tes connaissances, qui n'est autre que Perlibox. Oui, Perlibox. Petit coucou à Perlibox. Et justement, donc ça c'est un des critères premiers, donc du coup qui a fait que tu as rejoint l'Arcane Business School. Mais je disais vraiment, c'est quoi qui a été le plus transformateur pour toi? Pourquoi avoir choisi justement l'Arcane Business School à ce moment-là et se dire non, c'est avec cette académie que je vais me faire accompagner et pas une autre académie au final, parce que tu lances une marque de modest fashion, tu aurais pu te faire accompagner par n'importe qui. Mais pourquoi vous avez choisi spécifiquement l'Arcane Business School pour vous faire accompagner? Alors pour la petite histoire, je scrollais tout simplement sur Instagram et en fait, tu faisais un webinaire, les 7 clés pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et d'abord j'ai zappé, après je me suis dit non Mimi, il faut que là reviens sur le poste, madame. Et du coup, je suis revenue sur le poste et je me suis dit, ok, je vais y participer. Et en fait, les 7 clés que tu avais données, en fait, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et en fait, là où ça m'a vraiment dit, il faut que tu le fasses, c'est l'appui sur la spiritualité. Le fait que c'est une grosse part de l'entrepreneuriat et en fait, vraiment, le tawakkul, hein. Et je me suis dit, ok, là, c'est quelqu'un qui me parle. Là, c'est quelqu'un qui peut m'accompagner et que même si, je réussis pas dans ce projet-là. Au moins, en fait, T'as fait des causes. Ouais, j'ai fait les causes. Et aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Ce que je disais, qu'il n'y en ait plus, l'idée, elle est plus dans la tête, elle est dans la concrétisation. Et moi, le message souvent que je fais passer, parce que là, ton idée, à la base, elle aurait pu rester dans ta tête. Très clairement. Et ne jamais voir le jour. Mais en fait, quelque part, en fait, c'est dommage de dormir sur, c'est comme si, en fait, tu te donnais un tas de pièces d'or, on te dit, tu réalises ton projet, tu l'auras. Et si tu gardes dans ta tête, en fait, t'as rien. C'est-à-dire que il y a pas de risque, quoi, tu vois. Et les tas de pièces d'or, en fait, c'est tes hasanat. Parce que chaque sœur que tu vas pouvoir habiller de manière modeste, grâce à ta marque, j'espère que tu demanderas à Dieu qu'il te donne ta part de hasanat là-dedans, tu vois. Donc, ça veut dire que, quelque part, le commerce, c'est une adoration. Et on peut s'en servir pour gagner un tas de hasanat. Donc, pourquoi, tu vois, bloquer sur ça, etc., tu vois. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de transmettre au sein de l'Arcane Business School. Je pense
pense que c'est quelque chose que tu as beaucoup assimilé parce que ça se voit que vous avez à cœur de bien faire les choses, de respecter, même ne serait-ce que le choix du tissu. Vous n'êtes pas parti chercher un tissu qui va venir gratter la peau. C'est ça, effectivement. Donc je pense que aussi la spiritualité, elle a une grande part dans vos vies. Très grande part. Et ça se ressent dans Adina, si je me trompe. Et puis même, je pense que c'est le moment où, par exemple, je crois que c'est dans les premiers moments ou dans les premiers cours, c'est les prières de consultation quand on a un doute. Ça là, ça en fait c'est obligé parce qu'en fait le truc c'est que prière de consultation dit à la caméra. Mais c'est trop important parce que vraiment, en vrai, comme on dit, en fait, le résultat il est pas entre nos mains. Par contre, les causes, on peut les faire. Et là, à ce moment-là, c'est pour ça que les personnes qui doutent, en fait, c'est parce qu'en fait, on a peur de ce qui va se passer. On a peur du résultat. C'est pour ça qu'elles mettent pas en concret. Et là, en fait, franchement, quand j'ai contacté Nafanta, en fait, j'étais déjà dans le truc. Je pouvais pas dire non, en fait, je veux pas et tout. Et en fait, alors autant moi, je vous dis de faire istihara quand il s'agit de valider ou pas l'accompagnement, mais moi aussi de mon côté, pour être totalement transparent, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je ne peux pas travailler parce qu'elles ont peut-être d'autres besoins à ce moment-là. Il y en a, elles ont des besoins de thérapie, il y en a, elles ont des besoins peut-être un peu plus poussés sur certains domaines, etc. J'ai pas ces capacités-là et peut-être la fille aussi qui est dans mon équipe, elle a pas cette capacité-là. Mais par contre, quand je sais qu'on peut y aller, je te dis toi, vas-y, fais ta séance de consultation. Après, c'est les sœurs qui reviennent vers moi en général, tu vois. Mais les filles aujourd'hui, où est-ce que vous voyez, alors j'aime pas dire dans 10 ans, dans 15 ans, allez, on va dire allez, dans 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Adina dans 3 ans en termes de développement? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et qu'est-ce que pour vous, enfin, quelle cause vous allez faire pour arriver à ça? Parce que vous le souhaitez, mais vous allez faire les causes. C'est ça, faire les causes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup à la marque? Quel développement vous voulez donner à cette marque-là? Alors, nous, on veut que Adina, ça devienne une référence. Que quand on pense à un événement ou même tout bête, un entretien d'embauche, qu'on se dise, ok, je vais faire mon entretien. Ah, je peux aller chez Adina. Ah, j'ai vu ça. Ah, j'ai vu ci. Donc, on veut vraiment que ça devienne une référence et que ça touche plusieurs personnes, même pas qu'en France, à l'international aussi. International, est-ce que vous pensez à un continent en particulier? Moi, je sais pas auquel toi tu penses, mais moi, je pense beaucoup au continent africain, parce que je pense que là-bas, il y a des filles qui ressemblent. Qui ressemblent beaucoup, et surtout, il y a beaucoup de vêtements, et la mode aussi, elle est très développée à ce niveau-là. Et je pense que en ayant d'autres besoins, en ayant d'autres clientes, on pourra même développer toute la DA de Adina vis-à-vis de ça. Et aussi en Europe, parce que il y a beaucoup de femmes modestes, et plus ça, en Europe. C'est vrai que là, est-ce qu'on peut essayer de rivaliser avec les marques modestes un peu du côté Amérique, etc. Parce que c'est ça aussi une problématique qu'on a en France, c'est que oui, il existe des marques en Australie, aux États-Unis, mais il faut prendre en compte les frais de livraison, la douane, etc. et même le prix même du vêtement tout simplement. Et en fait tout ça et attendre tout ça pour au final c'est un peu compliqué. Mais oui, moi comment je vois Adina, pourquoi pas rivaliser avec ces marques-là? Qu'est-ce qui freinerait? Parce qu'aujourd'hui ce que Allah il n'a pas bloqué pour toi, pourquoi ce serait Est-ce que là c'est pas nous dans notre tête, on se limite, c'est peut-être pas ça. Les seules limites que vous avez au final, c'est celles qui sont imposées par Allah Azza wa Jalla. À part ça, il n'y a aucune limite. Exactement. Donc oui, rivaliser avec ces marques-là, pourquoi pas? Il faut se permettre de rêver, parce que franchement l'entrepreneuriat aussi c'est un petit peu ce truc-là où il faut un petit peu être, comme on dit, des loulous, un tout petit peu, rester quand même un peu organisé, mais il faut un petit peu croire que tout est possible et s'en donner les moyens. Et comme on dit, des fois quand tu te mets l'idée dans la tête, ton cerveau chimiquement en fait il va essayer de te pousser vers cet objectif-là. Mais oui, en tout cas pour Adina devenir une référence. En tout cas même si c'est pas la référence mondiale, c'est en France, en tout cas en Europe et en Afrique. En Afrique. Qu'Allah mette la baraka et vous accorde ce succès-là. Et continuez à fructifier votre commerce. Moi, je vous souhaite beaucoup de patience, parce que l'entrepreneuriat, ça va avec la patience. Je vous souhaite un renforcement de votre tawakkul, parce que l'entrepreneuriat, c'est l'école du tawakkul. Et je vous souhaite vraiment la réussite. Vous avez été une très bonne. J'ai plus eu Minata en coaching que toi. Vous avez été vraiment des puissantes incroyables. Donc, je vous remercie. Et je vous laisse un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire pour finir cette interview? Moi, j'aimerais aussi d'abord te remercier toi. Comme tu as dit, tu as plus vu ma sœur que moi. Mais quand tu as débarqué dans la vie de ma sœur, j'ai senti cette étincelle en elle.
Tu vas me faire pleurer. Ouais, vraiment. Vraiment. J'ai senti cette étincelle en ma sœur, la confiance qu'elle a eue au projet et tout. Vraiment, tu as fait de son rêve une réalité. Ouais. Et tu l'as vraiment aidé. Et ce projet, franchement, ça date d'assez longtemps. Ouais. Et vraiment, j'accompagne ma sœur. Mais c'est vraiment elle, un projet qui sort de son cœur. Et vraiment, merci beaucoup pour ça. Voilà, pour la petite lumière, le petit rêve que tu as fait grandir en ma sœur. Et c'est grâce à toi, actuellement, qu'il y a eu tout ça, que Adina, c'est réel, c'est vraiment grâce à toi. Vraiment, merci beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que là, j'ai eu la chance. Par la grâce d'Allah, en fait, j'ai une personne qui a cru en moi. Et en fait, on dit souvent que pour avoir confiance en soi, il faut que les personnes ont confiance en toi. Et du coup, ça te donne une certaine confiance d'avancer et d'avoir eu cette accroche et surtout même une communauté. Parce que c'est Arcan, c'est toi, mais c'est aussi toute une communauté de puissantes. Et ça aide beaucoup. Quand tu partages des choses, etc. Si tu as besoin de trouver quelque chose, des aides, etc. Il y a beaucoup de personnes que j'ai trouvées depuis les puissantes où j'avais besoin de poser des questions et j'ai eu directement leur numéro. Donc c'est très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Qu'Allah te récompense pour tout le bien que tu fais et qui fait en sorte que toutes les choses que tu fasses elles explosent et bien plus encore et qui te récompense ici. En tout cas, merci beaucoup. Bon, en tout cas, oui, en tout cas, merci beaucoup. Et les femmes plus size, les femmes aux formes généreuses, je vous attends. Adina vous attend et j'espère que vous l'attendez pour vraiment vous sublimer. Donc, soyez prêtes. Merci les filles, donc c'est la fin de cette interview. Encore une fois, merci de nous avoir accueillis dans votre atelier. Et de toute façon, on reste en contact. Oui. À bientôt. À bientôt. Salam alaikum. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager si ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la naissance des puissantes. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Nafanta, fondatrice de l'Arcan Business School, où on forme à l'entrepreneuriat éthique. On lance des business puissants tout en étant alignés à notre noble religion. Je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.